ainsi qu'avec les autres commissaires présents ce matin. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre présence et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Depuis l'élection du Président de la République le 14 mai 2017, l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour redonner aux 12 millions de Français en situation de handicap leur pouvoir d'agir pour rendre notre société pleinement inclusive. Cette ambition, traduite déjà dans les faits par le rattachement de mon secrétariat d'État auprès du Premier ministre, est un changement de paradigme radical qui nourrit chacune de nos politiques publiques, chacune des lois portées devant le Parlement. L'ambition se traduit aussi dans le budget de 51 milliards que nous consacrons à l'amélioration et à la simplification du quotidien des personnes en situation de handicap, soit 2,2% de notre produit intérieur brut. 51 milliards pour permettre aux personnes en situation de handicap une citoyenneté comme les autres, avoir par exemple tout simplement un droit à l'éducation dès le plus jeune âge, un droit de suivre une formation, de travailler, avoir le droit d'être parent et avoir le droit de se loger décemment bien accompagné. Mes valeurs pour porter et déployer cette ambition puisent leur source dans les principes républicains. Celui de l'égalité des chances, celui de la liberté de choix, celui de l'équité et de la justice, quelles que soient les différences et les besoins, car je suis foncièrement convaincue que notre contrat social répond à ces aspirations, garantissant ainsi la cohésion nationale. Le droit que nous nous sommes donné en commun participe des fondations solides de notre société. Ce droit commun nous oblige certes, mais avant tout nous protège collectivement. Vous avez souhaité m'auditionner sur les 2 dispositions de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale qui prévoient, je les ai rassemblées, la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé, AAH, ainsi que son plafonnement pour les personnes en situation de handicap, qu'ils travaillent en milieu ordinaire ou en ESAT, et sur le relèvement de l'âge maximum pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, PCH, de 60 à au moins 65 ans pour tenir compte notamment de l'allongement de l'espérance de vie. Tout d'abord, je souhaite vous remercier très sincèrement de me donner l'opportunité de m'exprimer sur une question de fond, aussi importante, celle des bases mêmes de notre système de solidarité nationale qui est le garant de l'égalité des chances. La solidarité nationale ne saurait être pensée en dehors de toute autre forme de solidarité. Parce que le foyer est la cellule protectrice de notre société, la solidarité nationale doit s'articuler avec les solidarités familiales. Parce que c'est le fondement même de notre système que d'assurer la juste redistribution de l'effort de solidarité vers ceux qui en ont le plus besoin, il est légitime de tenir compte de l'ensemble des ressources du foyer des bénéficiaires. Nous parlons bien donc ici de droit commun. La solidarité nationale, couplée à la solidarité familiale par principe subsidiaire, est au cœur de l'ADN de notre pays. C'est le fondement même de notre système, c'est le fondement même du Code civil qui consacre à l'article 220 la solidarité entre époux. Et je crois ne pas trop m'avancer en disant que chacun ici est très attaché à cette solidarité qui constitue le pilier de notre protection sociale. Les allocations font partie de notre contrat social, fondé sur l'équité des charges entre les foyers. L'allocation adulte handicapé est une allocation bâtie sur ce droit commun qui répond à ces principes. Dans le contexte que je viens de vous présenter et parce qu'ils remettent en question la notion distributive et solidaire de notre système d'allocation, les articles 2 et 3 de cette proposition de loi, qui concernent plus particulièrement l'AAH, mérite un débat de fond. L'AAH, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, a été créée par la loi du 30 juin 1975 afin d'assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap dont les ressources sont les plus faibles. Depuis 2017, nous avons voulu redonner du pouvoir d'achat aux personnes en situation de handicap. Cette volonté s'est traduite par l'augmentation de 100 € par mois de l'AAH pour 1,2 million de bénéficiaires, soit plus de 2 milliards d'euros sur le quinquennat. Aujourd'hui, l'AAH représente 12 milliards d'euros dans le budget global des 51 milliards consacrés aux politiques publiques de soutien et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Quelle responsabilité au regard du ciment qu'est pour la nation notre système de solidarité nationale induit alors les articles cités. En supprimant toute notion au plafond et le principe même d'allocation, la présente proposition de loi fait sortir du droit commun les 1,2 million de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Ce droit commun auquel les personnes en situation de handicap aspirent, prétendent et revendiquent. En adoptant cette proposition de loi, nous les excluons de fait de cette notion de partage des ressources et des charges dans un foyer, en individualisant une allocation sans condition de ressources, ce qui n'existe dans aucun autre pays dans le monde, nous réduisons à néant le fondement de notre solidarité, soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, cette proposition de loi représente un coût estimé de 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles, sans garantie d'une réponse appropriée
et efficace aux besoins et à la participation des personnes. Par cette suppression de la notion de plafond de ressources, la présente proposition de loi ouvre également la brèche vers la déconstruction de nos dispositifs de protection sociale, dont le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour ne citer que ceux-ci. Par ailleurs, il me semble important de préciser qu'une personne en situation de handicap peut percevoir plusieurs allocations en même temps, l'AAH et le RSA par exemple. Pourquoi bénéficierait-elle d'une allocation sans condition de ressources, l'AAH donc, et d'une autre avec condition de ressources, le RSA? C'est toute la cohérence de notre système qui est remise en cause. Et je vous l'affirme, nous ne pouvons demander légitimement que les personnes en situation de handicap soient des citoyens à part entière s'ils ne s'inscrivent pas dans les dispositifs mêmes de notre contrat social basé sur ce droit commun. Rappelons que la conjugalisation de l'AAH a été conçue en tenant compte de la situation de handicap. Les abattements sur les ressources prises en compte pour l'éligibilité à l'AAH sont nettement supérieurs à toutes les autres allocations, sur les revenus du conjoint bien sûr, mais aussi sur les revenus du bénéficiaire, afin de rendre plus favorable le cumul d'un emploi et de l'AAH pour les personnes en situation de handicap, car on oublie bien trop souvent que dans un couple, ça peut être aussi la personne handicapée qui travaille et son conjoint qui ne travaille pas. Nous avons voulu préserver justement les revenus de la personne en situation de handicap avec une règle de cumul beaucoup plus favorable au maintien de son allocation et de ses revenus. Cet abattement plus important cumule ses effets favorables à un montant de plafond plus élevé que pour les autres minima sociaux. Ces règles qui marquent la reconnaissance de la distance objective et subie des bénéficiaires de l'AAH à l'emploi leur permettent de pouvoir cumuler plus longtemps l'AAH avec un revenu d'activité. Car rappelons-nous que dans les couples, 35% des personnes en situation de handicap travaillent. Je voudrais donc rétablir quelques vérités. Actuellement, le plafond pour percevoir l'AAH lorsqu'on est en couple est de 3 000 € et si la personne handicapée qui travaille est de 2 270 € et si c'est son conjoint qui travaille en raison d'un abattement supérieur à 50% sur les revenus du bénéficiaire et 28% sur celui de son conjoint. En comparaison, pour le RSA, seul l'abattement fiscal de 10% est retenu sur les revenus. Or, ce plafond rehaussé et protecteur serait supprimé avec la déconjugalisation. Nous devons dès lors être pragmatiques et réalistes sur cette proposition et regarder qui seraient les gagnants et les perdants d'une telle mesure. L'individualisation des ressources favoriserait particulièrement les couples actuellement inéligibles en raison d'un montant de ressources trop élevé. Les perdants seraient les allocataires qui travaillent en couple avec un conjoint qui perçoit peu ou pas de revenus. Ces personnes, dans une situation globalement plus précaire, bénéficient aujourd'hui de l'effet protecteur d'un plafond couple rehaussé. L'individualisation se traduirait ainsi par une perte de ressources estimée pour 44 000 foyers. Cela illustre bien le caractère redistributif de la prise en compte de la situation familiale dans l'attribution de l'AAH et le risque que comporte la modification de ses modalités. J'entends bien la demande de déconjugalisation, mais aussi comprenons que le législateur, depuis des années, a également pris en compte la situation de handicap dans le foyer pour la fiscalisation des revenus. Ainsi, l'AAH est exonérée d'assiette fiscale. Les foyers comptant une personne en situation de handicap bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire. Ils sont également exonérés de taxes d'habitation, de taxes foncières. Ces avantages fiscaux représentent un autre soutien financier à ces foyers. Depuis la loi de 2005, la création de la prestation de compensation de handicap assure la prise en compte de la situation de handicap de façon individualisée et sans condition de ressources. Cette prestation, elle vise, elle, justement, à compenser les besoins d'accompagnement, d'autonomie des personnes avec de l'aide humaine, de l'aide technique, de l'aménagement du logement, transport et des aides spécifiques, animalières, etc. En 2019, nous lui avons consacré 2,6 milliards de dépenses publiques en cofinancement avec les départements, chefs de file des politiques de solidarité territoriale. La prestation de compensation du handicap et l'allocation adulte handicapé répondent donc à des objectifs différents. La première vient compenser la situation de handicap, comme son nom l'indique, alors que la seconde assure un revenu digne pour les personnes à faibles ressources. La prestation de compensation fait également l'objet de la mesure portée à l'article 4 de la proposition de loi qui propose de relever l'âge maximum pour bénéficier de la PCH de 60 ans à au moins 65 ans. Vous comprenez bien, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, représentants de la Chambre haute de notre Parlement, que nous ne pouvons prendre de telles dispositions
sans avoir mené des travaux de concertation avec les présidents des conseils départementaux, avec lesquels nous sommes en co-responsabilité, car rappelons qu'une telle augmentation générerait un coût supplémentaire d'environ 20 millions d'euros. Cependant, je voudrais juste revenir sur l'appel des associations concernant la situation des femmes victimes de violences. J'y suis très sensible. Je souhaite réellement que l'on puisse répondre de façon beaucoup plus opérationnelle et concrète aux situations des femmes en situation de handicap qui subissent des violences au sein de leur couple. 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences physiques, psychiques, sexuelles, mais aussi économiques. 31% de femmes, tout handicap confondu, sont victimes de violences physiques. Actuellement, en cas de changement de situation familiale, grâce aux dispositions que nous avons travaillées avec la CAF, les ressources ne sont plus prises en compte dans le calcul de l'AAH dès que cette situation est avérée. Ça s'applique également, bien sûr, en cas de séparation suite à des violences conjugales. Les femmes dans ces situations n'ont pas à justifier de la situation de violence, c'est la séparation qui est alors retenue. Lorsqu'une séparation est signalée à la CAF, elle entre dans les situations prioritaires que la CAF s'engage à traiter en 10 jours au plus tard. Bien sûr, pour récupérer justement la totalité de son AAH qu'elle pouvait avoir. J'ai bien pris conscience que cette démarche demande déjà une certaine autonomie par rapport au conjoint. C'est parfois difficilement réalisable pour des femmes en situation de handicap, autistes, handicap psychique, qui sont parfois sous emprise de leur conjoint. Donc, il nous faut mieux les accompagner. Il nous faut absolument pouvoir être de manière opérationnelle et concrète sur le terrain, travailler avec les associations pour mettre en œuvre ce droit et pouvoir les accompagner à leur autonomie. Cette réponse doit être opérationnelle. Je sais pouvoir compter sur ma collègue Elisabeth Moreno et son engagement sans faille sur ce sujet pour améliorer concrètement cet accompagnement. Nous n'allons pas réinventer les choses, des structures existent. Il nous faut être beaucoup plus opérationnel avec les acteurs de territoire. Pour conclure mes propos, vous avez raison, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, de vouloir porter ce débat de société, car c'est un vrai sujet de fond qui interroge, et comme nous avons pu le voir, qui donne lieu à beaucoup d'idées reçues ou de préjugés. C'est un sujet qui a beaucoup d'impact selon la situation personnelle des personnes en situation de handicap. Nous devons veiller au fait que nos politiques soient tournées vers les plus fragiles, vers ceux qui en ont le plus besoin, dans une optique justement de justice sociale. Pour ces raisons, je vous propose donc une mission placée sous l'égide de parlementaires qui nous permettrait d'avancer plus vite dans la simplification, dans l'articulation des dispositifs existants, dans l'approfondissement de l'étude d'impact, si importante, pour assurer un soutien beaucoup plus efficace et équitable aux personnes en situation de handicap. Il sera également nécessaire d'améliorer les modalités de cumul des allocations avec les revenus d'activité de la personne en couple pour favoriser justement leur autonomie. Ces travaux seraient de nature à répondre au débat légitime sur le niveau de solidarité nationale devant être consacré à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, vous l'aurez compris, je ne suis pas favorable en l'état à cette proposition de loi. Je vous remercie.